Ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tu m'entends, Solène, ou pas? Euh, Ça coupe beaucoup. Je ne sais pas si je suis la seule, mais Non, je ça crois coupe pas. beaucoup. La connexion est assez instable. Alors, je vais tenter, puis du coup, Solène, tu m'arrêtes si c'est vraiment trop complexe en termes de compréhension. Ok. Euh, donc, du coup, merci d'être nombreux ce soir à nous suivre à distance. Contexte oblige, évidemment. Donc, du coup, la conférence, pour resituer un petit peu, est organisée dans le cadre de la 10e édition des Rendez-vous de la biodiversité organisée par la ville de Lyon. On aura l'occasion de reparler du partenariat qu'on a en place, plutôt qu'on a en place avec la ville de Lyon. Je crois qu'il y a des représentants qui sont aussi présents, connectés, il me semble, donc on pourra leur laisser la parole également. Pour présenter en quelques mots l'association, que vous situez un petit peu qui nous sommes. Donc, on est déjà physiquement basé à la Tour de Salvani, en nord-ouest de Lyon. On est au sein d'un écocentre. On est deux associations, donc Arthropologia et Oikos, qui travaillent plus sur la construction et la rénovation écologique. Donc, au sein de ce bâtiment, on a 2 hectares sur site, avec maintenant un bosquet, j'allais dire une forêt, non, un bosquet comestible. Solène aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez aussi venir nous voir. C'était ça que je voulais introduire dans un premier temps. Je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc voilà, pour rapidement situer un petit peu les différentes activités qu'on peut mener au sein de l'association. J'accepte des personnes en même temps. Je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc, il y a le pôle expertise qui est le pôle principal en fait de l'association, expertise naturaliste. Donc, ça va être des inventaires. Mais l'idée, c'est aussi de sortir de ces inventaires simples, entre guillemets, et de partir sur des préconisations, de l'accompagnement de partenaires privés, publics, pour les faire évoluer dans leur pratique, et voilà, que la prise en compte de la biodiversité soit possible pour eux. Donc ça, c'est le pôle expertise qui est le plus gros pôle de l'association, qui compte le plus de salariés. Il y a le pôle sensibilisation, je peux en dire 2 mots parce que j'en fais partie, qui va avoir pour enjeu l'éducation à l'environnement des jeunes publics, mais aussi du coup la sensibilisation de tous, hein, c'est le grand public, c'est aussi du coup les publics en situation de handicap. Voilà, permettre un accès à la nature à tous citoyens. Et du coup, on a des actions auprès des scolaires, j'évoquais, mais aussi du coup auprès de personnes en situation de handicap dans des structures. Euh, dans des structures. Et je fais coucou à Fred. Et du coup, on a aussi tout un aspect autour d'actions bénévoles. C'est du coup le lien avec le pôle vie associative que je vais évoquer maintenant. Donc, des actions, des chantiers militants qu'on propose en temps normal tout au long de l'année, mais forcément le contexte est un peu particulier cette année. Merci Solène de me présenter effectivement cette diapo, donc qui reprend les différents cadres d'engagement bénévole qu'on peut avoir, qu'on peut proposer à tout un chacun. Pour le coup, il y a l'aspect très sensibilisation, enfin vie de réseau, qui est repris évidemment, l'aspect expertise aussi, et puis on a créé un engagement tout particulier autour des jardins de l'écocentre. Donc typiquement, la dernière action dans ce cadre-là, ça a été la mise en place d'un chantier bénévole autour du bosquet comestible que j'évoque à nouveau. Donc voilà, il y a toutes ces actions-là qui peuvent être menées aussi au sein du jardin de l'écocentre, qui est du coup vaste, 2 hectares, et qui peut évidemment encore être valorisé et devenir une vraie vitrine pédagogique. En tout cas, c'est l'ambition. Et je remercie Solène et Noël de leurs actions au niveau du jardin, parce que je sais que Noël est parmi nous également, une bénévole et une coprésidente active. Donc, j'en profite pour les remercier aussi. J'ai accepté d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je fais plusieurs choses à la fois, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux passer peut-être à la diapo suivante éventuellement ?
Et ben, du coup, on passe aux choses très concrètes. Donc, du coup, pour vous dire 2 mots sur le partenariat avec la ville de Lyon, bah, ça fait depuis plus de 10 ans, on n'était pas encore là avec Solène, qu'un partenariat a été mis en place, notamment via le projet Urban Biz, qui est un gros projet européen qui a été mené de 2010 à 2015 sur la métropole de Lyon, sur les abeilles sauvages en ville. Donc voilà, depuis ce projet, d'autres thématiques ont rejoint le partenariat, on va dire ça comme ça, notamment l'aspect jardin-forêt depuis 1 an. Mais ça, Solène pourra aussi en parler davantage. Et je crois que les personnes, des personnes de la ville de Lyon sont aussi présentes parmi nous, donc on pourra leur laisser la parole. Juste en termes d'organisation, donc Solène va faire du coup la présentation autour de la thématique de la soirée. Ensuite, donc du coup, on laissera aussi à un moment donné, je n'oublie pas, du coup nos partenaires Ville de Lyon s'exprimer. Et puis, il y a aussi un temps d'échange qui est anticipé, Solène, tu le rediras, pour qu'on puisse écouter et interagir avec vous malgré la distance. C'est assez frustrante, on doit le dire. Du coup, voilà, Solène, je te laisse reprendre la main. Ok, merci Lucille. C'est bon, le son marche bien? Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok, super. Je pose ma caméra. Et bien, c'est parti. Et ben donc bonjour aux nouveaux participants et puis bravo surtout d'être présent. Je tiens à vous féliciter d'être présent à 19h pour une visioconférence alors qu'il fait beau dehors et que les terrasses sont réouvertes il n'y a pas longtemps. Donc bravo, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur que vous soyez là. C'est que le sujet est intéressant aussi et porteur. Donc voilà, les forêts comestibles, les jardins forêts, on va un peu essayer de défricher sans mauvais jeu de mots ce sujet. Et puis plus particulièrement aborder en fait pourquoi c'est important aussi de comprendre ces notions et de l'aborder pour les milieux urbains. Donc je vous propose de commencer. Voilà un peu le sommaire. Donc comme disait Lucille, ça va être à peu près 45 minutes de présentation, 1 heure. Donc on va d'abord aborder les grands principes en fait. Qu'est-ce qu'un jardin-forêt, comment ça se présente, quelques exemples qui illustreront la grande diversité que peut prendre en fait. Il peut prendre vraiment beaucoup de formes différentes. Et puis ainsi un petit peu de recul, l'historique, d'où c'est que ça vient, mais très brièvement. Bien sûr, les intérêts. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça en fait à l'heure actuelle? Pourquoi on en voit fleurir un peu partout? Pourquoi on s'y intéresse? Et puis aussi, on va aussi parler un peu concrètement les actions à mettre en œuvre pour les créer. Et puis ensuite, on laissera un peu la présentation voilà, sur la dynamique qui est en train aussi de prendre place au sein de la ville de Lyon. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions en ligne, je le redis pour les nouveaux venus. Donc, il y a un chat, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat. Et puis ensuite, Lucille posera les questions redondantes à la fin de la présentation. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Les grands principes. Donc, c'est vrai que c'est des notions à la fois très simples et très complexes. Donc, les grands principes en fait des jardins-forêts, des forêts comestibles, je vais employer plusieurs synonymes que je détaillerai un peu plus tard. En fait, une forêt comestible, on va choisir ce terme-là pour commencer. Donc, la meilleure définition que m'a donnée un collègue, Maxime Leloup, donc c'est la définition de Torque Bio de 2007. En fait, c'est un système à base de ligneux, donc de ligneux qui contient des plantes qui contiennent de la lignine, donc du bois dur. Un système de ligneux multistrates, donc sur différentes hauteurs, qu'on va densifier et qui vont être très diversifiés dans les espèces et les essences, et les variétés, pardon. Donc là, vous avez le schéma qu'on retrouve dans beaucoup de livres en permaculture ou voilà, qui présentent les différentes strates de végétation. Sûrement, certains d'entre vous le connaissent déjà très bien. Pour passer rapidement, en fait, bon, là, ils décrivent 7 strates. Donc, des strates, c'est des hauteurs de végétation. Donc, il y a la grande strate qui va être très haute, donc ce qu'on appelle la canopée, qui vont être par exemple les noyers, les châtaigniers, des très grands arbres qui vont faire 20-25 mètres une fois qu'ils sont matures. Il y a aussi les plus petits arbres, les moyens arbres, donc ça va être par exemple les pommiers, les pêchers, qui vont aller de 5 mètres à 15 mètres, suivant les essences et les types de sol. Ensuite, on va trouver un peu plus bas, en numéro 3, les arbustes, les buissons, voilà, tout ce qui est les petits fruits, les groseilliers, les aronias, les framboisiers aussi qu'on peut mettre dedans.
Et puis, on a toutes les strates herbacées. Donc ça peut être tous nos plantes pérennes, sous nos couvre-sols, par exemple. La bourrache, la consoude, l'ortie. Et puis, il y a aussi, bon, ça, on les connaît mieux, les racines. Donc ça peut être tous nos légumes qu'on va venir, comme dans un jardin traditionnel, qu'on va venir conduire un peu comme un potager. Et puis, la strate qu'on ne pense pas souvent non plus, c'est la strate des plantes grimpantes, des lianes, qui va venir, elle, se faufiler un peu dans tout ce mélange de strates différents. Donc voilà, l'idée d'une forêt comestible, peu importe les termes qu'on y met derrière, l'idée, c'est que ce soit dense et avec beaucoup d'espèces différentes, et que tout s'imbrique un peu et cohabite à différentes hauteurs. Différentes hauteurs dans les systèmes aériens, donc ce sont les feuilles, les branches, mais différentes hauteurs aussi dans les systèmes racinaires. Donc en fait, on va avoir un système énormément d'interactions, donc assez complexe en fait, hein. On ne connaît pas encore tout, c'est la magie de la nature. Quand tout est imbriqué, il y a énormément d'interactions qui se créent entre les plantes elles-mêmes, entre la faune qui se sert de la flore, entre le sol, parce que le sol est créé par les plantes et crée la plante, c'est un cercle bénéfique, on va dire. Donc, il y a toutes ces interactions en jardin-forêt rendent le système très stable et très résilient. En écologie, plus on a d'interactions et de liens en fait, entre deux éléments, plus le système va être stable et plus il va être durable dans le temps. Parce que s'il y a un problème, il y aura toujours une espèce qui va mieux s'en sortir qu'une autre. Et la chose aussi à avoir un petit peu à l'esprit quand on parle de jardin-forêt, c'est contrairement à un potager traditionnel classique où on a une vision en 2 dimensions, c'est-à-dire à l'horizontale sur notre sol, dans un jardin-forêt, on considère et on regarde notre production alimentaire en 3 dimensions. Et non seulement on la regarde en 3 dimensions, donc c'est-à-dire avec toutes ces notions de strates différentes, mais on la regarde aussi, il faudrait encore une 4e dimension qui est le temps. C'est-à-dire que dans notre potager traditionnel, on sait qu'on fait une rangée de carottes et une rangée de tomates, et dans l'été, on récolte notre rangée de tomates, et à l'automne ou l'hiver, on récolte notre rangée de carottes. Et en général, ça dure 1 an. Je caricature un peu, mais voilà, la notion de temps est très courte. Dans notre forêt comestible, on va essayer de réfléchir à beaucoup plus long terme, et on va avoir un étagement de la production saisonnier, comme on a dans un potager classique, mais on va avoir un étagement de la production dans le temps. C'est-à-dire que dans notre jeune forêt-jardin, on va plutôt avoir les légumes, les plantes annuelles, les framboisiers. Et puis plus notre forêt va être vieille, plus elle va vieillir, plus on va avoir les fruits des arbres qui mettent du temps à pousser. Donc en fait, il faut aussi réfléchir à 15, 20, 25 ans. Et ça change un peu la donne à la conception. Donc, deuxième grand principe, donc ça on a vu, il faut que ce soit dense et diversifié. Deuxième grand principe, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est la dynamique naturelle de la végétation. Alors en fait, la dynamique naturelle de la végétation, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez un schéma qui vous explique toujours le temps dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est que vont s'échelonner au fur et à mesure des années, sur un sol, vont s'échelonner différents types de végétation. On ne va pas trouver la même végétation à 2 ans d'intervalle, 3 ans d'intervalle près. C'est différentes colonies d'espèces végétales qui vont s'approprier le milieu. Donc là, par exemple, si on part d'un sol qui est à nu, donc là, vous avez l'année 0 à gauche, pour n'importe quelle raison, hein, que ce soit un coup de bêche de notre jardinier qui veut planter une carotte ou que ce soit un éboulement de terrain dans une forêt vierge, on a un sol nu, 0 végétation. La première année, on va voir apparaître les plantes annuelles, c'est-à-dire les plantes pionnières qui vont rapidement coloniser le milieu avec leurs graines, et ça va être des petites plantes fragiles ou pas, mais elles vont souvent rester 1 an. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans ces plantes annuelles qui vont revenir un peu chaque année, on va aussi avoir le développement de vivaces, c'est-à-dire des plantes avec des rhizomes un peu plus importants. Le sol se sera créé un petit peu plus grâce aux plantes annuelles des premières années, et on va avoir plus de vivaces. Et puis, à partir de 4, 5, 6, 7 ans,
on va avoir les premiers arbustes, les buissons, enfin on peut les appeler un peu comme on veut, c'est-à-dire les arbres ligneux dont je parlais tout à l'heure, avec du bois dur, qui vont commencer petit à petit à prendre le dessus. On aura toujours des plantes annuelles et vivaces, mais petit à petit, leurs ombres vont faire qu'il va y avoir de la concurrence pour nos premières plantes, et ce sont eux qui vont commencer à prendre le dessus. Et puis, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, suivant le type de sol, on va avoir ce qu'on appelle une forêt, enfin un prébois d'abord, où on va avoir des gros arbres qui vont concurrencer toutes les premières plantes qui sont apparues au début pour donner une forêt mature, voilà, comme on les connaît. Bon, maintenant, on n'a plus de forêt primaire en France, mais on a des belles forêts matures. Mais voilà, il faut au moins 25 ans, et encore, c'est un strict minimum pour commencer à avoir une belle canopée et des beaux effets de forêt. Donc ça, c'est la dynamique végétale, en fait. Le principe, c'est qu'il faut considérer le sol comme une machine à fabriquer la forêt. En France, en tout cas, en Europe et dans la majorité des parties du monde, le sol, c'est une machine à fabriquer de la forêt. Et que nous, en tant qu'humains, si on essaye d'arrêter cette dynamique, de stopper cette dynamique, on peut, mais ça coûte de l'énergie. Voilà. Sinon, si on laisse faire, à part si le sol est vraiment très pauvre ou s'il y a vraiment beaucoup de perturbations comme des érosions, des cataclysmes, des glissements de terrain, la terre est faite pour fabriquer une forêt. Chez nous, par exemple, c'est la chênaie. C'est le stade climatique, le stade mature de la végétation, c'est la chênaie souvent. Pour illustrer un peu ce schéma, là, vous avez une belle photo de friche. Enfin, belle photo, alors c'est vrai qu'il y en a pour qui certains encore les friches, c'est un peu compliqué de les trouver belles. Mais en fait, c'est la dynamique que je vous expliquais. C'est-à-dire que si on y met de l'énergie, nous, en tant qu'humains, qu'on rase tous les ans, qu'on tond tous les ans, et ben on va rabattre notre dynamique naturelle à l'état zéro. Si jamais on arrête de tondre la première année, on va avoir toutes nos plantes herbacées et puis les plantes pérennes qui vont arriver. Donc là, en l'occurrence, c'est l'ortie qui se développe bien. Si on attend encore un petit peu plus, on va avoir des ronces, donc la fameuse friche, le fameux roncier, qui, entre parenthèses, est très important pour notre forêt dont je vous parlais, puisqu'on a un adage, autrefois, on disait que le roncier, c'était le berceau de la chênaie. C'est-à-dire que c'est vraiment ça protège le chêne jusqu'à ce qu'il soit mature, et c'est grâce au roncier que les chênes peuvent se développer, parce qu'il y a un effet de protection et d'enrichissement du sol pour notre futur chêne. Donc là, il y a notre roncier, comme je le disais, et puis dans le roncier, eh ben, on voit déjà apparaître un peu des églantiers, donc le rosier sauvage, qui lui va, après plusieurs années, plus se développer. Là derrière, vous avez un prunelier. Et puis si on attend encore un peu plus, et ben là derrière, on voit qu'on a un frêne. Donc c'est un des arbres pionniers, mais c'est un des arbres qui constitue aussi la grande strate de la canopée haute. Voilà, donc là on a toutes les successions végétales en un petit bout d'endroit. C'est assez bien représenté. Et si on ne fait rien, voilà ce que la nature fabrique gratuitement pour nous en quelques années. Et ce dit en passant aussi, c'est, moi là quand je regarde ça, je ne vois pas une friche, mais je vois une haie fruitière, puisqu'en fait toutes les plantes que je vous ai citées sont comestibles. Donc à part nos graminées là, de premier plan qui n'ont pas trop d'utilité, et encore c'est bien pour pailler, l'ortie c'est une excellente comestible, les ronces comestibles, l'églantier, donc c'est ce qui fait les fruits, le cynorrhodon, excellente comestible, le frêne c'est une plante médicinale super. On faisait de la freinette aussi autrefois avec. Vous voyez, donc voilà, les friches, en tout cas en France, la majorité des friches peuvent être aussi comestibles. Donc pour revenir à notre jardin forêt comestible, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Alors évidemment, on va y mettre des plantes comestibles qu'on va planter. Souvent, ça se fait, donc on achète ou on récupère dans la nature, on plante. On plante des comestibles dans une forêt comestible, évidemment, c'est le but pour manger. Mais on va aussi planter plein d'autres choses. On va planter des plantes médicinales pour la médecine, des plantes tinctoriales, des plantes pour les fibres, des plantes pour le bois. Donc, une multitude d'utilités. Mais aussi des plantes structurantes, c'est-à-dire les plantes, donc Fabrice Desjours, je vous en reparlerai tout à l'heure, il les appelle les AFI, les plantes architecturales, fertilisantes et ingénieures. C'est-à-dire qu'on va les planter, pas pour les récolter, pour les manger, mais on va les planter pour qu'elles nous aident à cultiver les autres. C'est-à-dire que là, alors c'est une photo, vous voyez pas trop bien avec les nuances de vert, mais par exemple ici, il y a Fabrice Desjours, là, il a planté un saule et un pommier quasiment dans le même trou.
Donc le pommier, c'est ce qui sort là, par-dessus le manchon. Et le saule, en fait, il le taille, il le rabat tous les ans en trogne, plus bas. Et en fait, il se sert de débranchage de la trogne pour alimenter le sol et pour faire de l'ombre au pommier. Et le système racinaire, en fait, du pommier et du saule vont un peu cohabiter. Alors peut-être qu'il y a une petite concurrence aussi, mais il y a aussi de l'entraide. Et donc, en tout cas, ça favorise sa croissance. Donc là, c'est complètement de changement de vision du jardinage par rapport au potager conventionnel. On va planter aussi des plantes mellifères pour les insectes, pour la pollinisation, pour tout un tas d'autres faunes qui ne sont pas humains. Et puis surtout, très important, enfin en tout cas si on le peut, mais on le conseille fortement nous, c'est l'accueil de végétation spontanée. C'est-à-dire qu'une forêt comestible, c'est certes une plantation dense et diversifiée de plantes qu'on va chouchouter pour consommer, pour notre usage, nous, en tant qu'humains, mais on va aussi accueillir ce qui pousse là spontanément, sauvagement, qui n'a rien demandé à personne. Pourquoi ? Déjà parce qu'elles ont le droit de pousser, tout simplement. Et puis aussi, ça va être des plantes qui vont être très résistantes et très robustes, les plantes spontanées. Donc, on va les accueillir avec plaisir. Et en plus, très souvent aussi, les plantes spontanées vont avoir des usages. Elles vont être comestibles, par exemple l'ortie, vont être médicinales, tinctoriales. Voilà. Donc, c'est un mix de plantation et d'accueil du spontané. Je vais juste refaire une petite définition. Des fois, j'emploie des termes forêt, jardin, c'est un peu, on s'y mélange, il n'y a pas que vous, c'est des termes qui sont en train d'exploser un peu partout. C'était comme la permaculture il y a 15 ans. Il y a plein de mots et souvent on parle de forêt. Alors, je voulais juste repréciser d'un point de vue forestier, d'un point de vue écologique, une forêt, en fait, c'est un ensemble qui fait au moins 5000 mètres carrés, qui est donc 50 arts, qui fait au moins 20 mètres de large et dont la canopée recoupe à peu près 10%. Donc une vraie forêt, pour un forestier ou un écologiste, c'est quand même une zone grande qui fait au moins 5000 mètres carrés. Si c'est plus petit, on appelle ça un bosquet. Si c'est plus gros, on appelle ça un bois. Donc une vraie forêt, vous l'aurez compris, ça prend beaucoup d'espace et beaucoup de temps. Et pour avoir les effets écologiques et les bénéfices, ce qu'on appelle les fameux services écosystémiques d'une forêt, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Et les forêts comestibles ne sont pas forcément des vraies forêts. Donc ça, c'était juste pour clarifier un peu les termes. Donc, pour les termes que peut-être vous avez déjà dû voir passer, donc ça, c'est quelque chose que j'ai rassemblé un peu. Peut-être qu'il y en aura qui auront une autre définition, mais pour moi, quand c'est un grand espace, donc plus de 5000 mètres carrés, qui est très arboré, donc il y a beaucoup de strates hautes, où il y a une forte naturalité, c'est-à-dire qu'il y a un caractère sauvage quand même assez important, on peut parler de forêt comestible, ou de forêt gourmande, ou de forêt fruitière, ou d'agroforêt. Par contre, quand on a des espaces plus petits, qui sont plus ouverts, plus herbacés, ou très urbains, ou qui a une fréquentation très élevée, ou qui sont conduits, que la gestion implique une forte fréquentation ou une forte gestion, là, on va plutôt parler de jardin-forêt, ou de jardin naturel étagé, ou de verger multi-étagé, bosquet comestible, et fruitière, si c'est vraiment un élément très fin, très continu. Voilà, donc il y a plein de vocabulaire, c'est pas très grave si on prend pas le bon, c'est juste, il faut avoir les notions de ce que ça veut dire derrière. C'est-à-dire que pour moi, quand je parle de forêt, une vraie forêt avec ses services écosystémiques, c'est forcément grand, et que tous les jardins forêts ne vont pas rendre les services écosystémiques d'une forêt, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en créer plein. Et puis, du coup, je vais plutôt parler de jardins forêts, en fait, en ville, ou de bosquets comestibles. Mais c'est des termes qui vont être amenés à évoluer encore. Vu que c'est en plein essor, il va y avoir encore une multitude de vocabulaire qui va naître. Et puis, c'est les usages qui feront les définitions. Alors, à quoi ça peut bien ressembler, notre fameuse forêt comestible ou jardin-forêt ? Comme je vous disais, il y a une grande diversité de formes. Donc, le mieux, c'est que je vais vous montrer quelques exemples que je suis allée visiter. Je vais essayer d'aller du plus sauvage, donc avec le plus fort degré de naturalité, jusqu'au plus urbain, enfin le plus géré, on va dire, ou le plus citadin. Donc, le premier exemple magnifique, c'est la forêt gourmande de Fabrice Desjours. Donc, j'ai repris à chaque fois le terme que le concepteur avait utilisé. Donc, Fabrice, ils appellent ça sa forêt gourmande, et c'est vrai, parce que c'est
magnifique espace de 2,5 hectares en Saône-et-Loire qu'il a créé en 2010 à partir d'une prairie, c'est-à-dire que là, il y a 10 ans, il n'y avait rien, c'était une prairie de fauche. Donc en 10 ans, vous voyez ce que ça donne. Il a planté plus de 1000 espèces, donc c'est un peu un collectionneur et il va chercher dans les 4 coins du monde. Il y a une énorme source d'espèces et de variétés différentes là-dedans, de manière très très dense, très sauvage, avec voilà, des petits chemins. On va le voir plus loin. Voilà, sur la gauche, vous avez, donc il y a des parties très, très boisées, donc ça poussait très vite. Hein. Donc il entretient par exemple juste des petits chemins pour pouvoir passer. Et puis on voit que là, par exemple, il taille des trognes, c'est-à-dire qu'il taille juste les branches des arbres qui poussent, qui laissent tomber au sol. Donc c'est la méthode du chop and drops. Donc c'est la méthode de on coupe et on laisse tomber pour enrichir le sol. Et puis il a aussi des zones un peu plus ouvertes, des zones qui se rapprochent un peu des jardins en permaculture avec des planches de légumes comme des courges, des tomates. Voilà, donc c'est très sauvage et ça a seulement 10 ans et c'est, je pense que l'effet, son fameux concept là, des AFI, des plantes fertilisantes et ingénieurs, ça ressemble un peu aux forêts de Miyawaki, là, de planter très dense et en un seul endroit pour que pouf, tout pousse très vite d'un coup. Donc c'est un site assez remarquable. Il faut s'y retrouver, hein, parce que c'est un vrai labyrinthe. En 5 minutes, on est perdu là-dedans et alors qu'il y a 3 plantes comestibles par mètre carré. C'est assez fabuleux, mais ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances et de temps de présence pour inventorier tout ça. Ensuite, deuxième exemple, un peu moins sauvage, mais quand même encore assez, à caractère assez sauvage, et c'est vraiment pas loin de Lyon, c'est au bord de la ville. C'est à Néron, c'est une toute nouvelle forêt comestible qui a vu le jour l'année dernière. Ça a été créé par l'association Fort pour Demain, donc sur 8000 mètres carrés. Donc c'était sur une surface communale en fait qui était autour d'un ancien fort militaire, donc d'où l'association Fort pour Demain. Et du coup, la mairie a été d'accord pour ce projet-là. Ils ont fait les plantations cet hiver, donc c'est vraiment tout récent. Et ils ont fait une énorme quantité de travail en à peine un an. Ils ont planté environ 500 variétés, donc espèces variétés. Je vais dire 500 variétés parce que je ne sais pas exactement combien il y a d'espèces. Mais il me disait voilà, à peu près 270 fruitiers, plus 150 arbustes donc pour les fleurs et le fruit, et puis 200 à 300 variétés de légumes et couvre-sol. Donc il y a vraiment un but alimentaire derrière, il y a un but pédagogique aussi, puisqu'ils ont fait ça en une vingtaine de chantiers participatifs. Et ils ont beaucoup associé les classes des écoles de Néron. Donc 8 classes du maternel, je crois, au CM1, si je ne dis pas de bêtises, sont venues planter des arbres. Et après, donc c'était un roncier, où je ne l'ai pas dit avant, mais eux, ils sont partis d'un pré-bois forêt, voire grosse friche. Ils ont tout défriché, sauf une partie centrale qu'ils ont laissée pour la biodiversité. Et sur la zone à peine défrichée, ils sont venus planter. Donc là, chaque piquet que vous voyez, c'est quelqu'un qui est venu planter, qui a mis son nom au pied de l'arbre planté. Donc c'est un travail assez conséquent quand même. Hein. Donc là, vous avez une autre vue de ce que ça peut donner. Donc comme je vous dis, ce qui est bien sur ce lieu, c'est qu'ils ont gardé différents types d'habitats. Donc par exemple, là, vous avez une zone très ouverte, mais ils ont quand même laissé les grands arbres pour avoir un peu d'ombrage. Où ils ont planté voilà, assez serré, hein, une plante par mètre, une plante tous les 2 mètres. Et puis ils ont laissé des zones un peu plus naturelles, en gardant un peu plus la canopée haute et puis les petits buissons pour avoir de l'ombre et pour créer des zones un peu de culture ombragée. Et c'est vraiment intelligent parce qu'avec les canicules qui arrivent, on va vraiment avoir besoin de l'ombre pour cultiver. Encore une dernière photo. Donc là, c'est pour vous montrer aussi que dans leur forêt comestible, il y a aussi des zones très ouvertes qui se rapprochent voilà, des planches de culture de maraîchage en permaculture. Et puis là, au fond, ils ont construit une haie sèche sur tout le tour de la forêt comestible pour se protéger des sangliers. Donc en coupant le bois qu'ils ont défriché, ben, ils ont construit la haie sèche au fond pour délimiter la zone et se protéger du gibier. Donc je vous invite vraiment à aller visiter, c'est vraiment pas loin. En plus, Néron, c'est au nord de Lyon. Ils ont créé une association, et ils ont un site Facebook, donc vous pouvez voir Fort pour Demain pour les contacter.
Encore un autre exemple, donc là c'est plus dans la Drôme, donc c'est le jardin forêt des Alvéoles sur une surface de 5000 m². Alors eux, ils sont partis d'une pelouse aussi depuis 2018, donc ça a 3-4 ans. Ils ont planté 300 espèces et eux, ils ont fait un peu ils ont d'abord terrassé pour avoir un peu des buts. Voilà, donc, et puis des petits cheminements en fait. Ils ont fait des îlots de buts pour pouvoir, des buts en arc de cercle, pour pouvoir rentrer dans l'arc de cercle et avoir l'arc de cercle en face, pour créer différents milieux en fait, différents types de sols. Et voilà, donc comme ça, c'est une vocation assez pédagogique parce qu'ils reçoivent pas mal de monde. Donc comme ça, les gens peuvent se balader. Ils ont fait quand même des chemins assez larges pour pouvoir les entretenir, pour accueillir du public et puis avoir plein de plantes pareilles à disposition pour montrer. Donc c'est encore un bel exemple. Et puis l'exemple qu'on a fait au sein de notre association, Arthropologia, donc là c'est la photo avant, on est parti d'une prairie. Nous, notre but, c'était de créer des zones favorables à la biodiversité, qui soient ressources alimentaires aussi pour les humains, évidemment zones pédagogiques et zones test. De toute façon, toutes les forêts comestibles sont des zones test. On ne sait jamais à l'avance ce que ça va donner. On voulait un développement rapide de la végétation, on voulait aggrader le sol, et puis on l'a fait pareil un peu sur les mêmes exemples que je vous ai montrés avant, en agriculture syntropique et en chop and drop. C'est-à-dire que l'agriculture syntropique, en fait, c'est qu'on met plein de choses, on plante plein de choses très denses en même temps, et on compte là-dessus pour que les plantes qui poussent s'entraident. Et le chop and drop, c'est-à-dire qu'on coupe et on trogne régulièrement les plantes soit qu'on n'a pas envie de se voir développer, ou on les coupe volontairement pour nous aider à enrichir le sol. Voilà ce que ça ressemble après 4 chantiers, donc 2 chantiers participatifs avec des bénévoles et 2 chantiers participatifs avec des lycéens de lycée horticole de Dardilly. On a planté donc sur 700 m², donc ça a été planté cet hiver, donc ça pareil, ça a tout juste même pas un an. On a planté donc 34 espèces d'exotiques ou de plantes cultivées et une quinzaine d'espèces de ligneuses que j'appelais les aéphies champêtres, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout ce qu'on allait chercher dans la nature, qui nous a rien coûté, enfin de l'huile de coude de mes collègues, et qu'on a planté et qui sont par exemple les érables, les frênes, les cornouillers sanguins, viande lantane, genêt à balai. Voilà, tous les arbres, arbustes champêtres qui poussent tout seuls dans les fourrés, qu'on est allé prendre et qu'on a transplanté dans notre forêt pour faire nos arbres structurants. Donc on a planté une centaine d'arbres et d'arbustes et on a semé une quarantaine d'espèces d'herbacées sur les buts de culture où la terre était, enfin sur les buts où la terre était à nu. Ce pas des buts de culture, mais où la terre était à nu. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les premières repousses du printemps. Donc on voit là par exemple, là il y a un érable qui est bien reparti. Entre, il y a un semis de salade. Là on a un héliagnus, un framboisier, un hémérocal, de la bourrache. Voilà, on a un peu tout mélangé de manière assez dense. Voilà, et ça c'est juste pour rappeler aussi, pour avoir une idée en fait de l'environnement dans lequel on intègre une forêt comestible ou un bosquet comestible. En fait, là sur le site, donc là vous avez le site vuérienne de l'écocentre de l'association Arthropologia, et le bosquet comestible dont je viens de vous parler, c'est la zone en rouge. Et ça représente en fait seulement 5% du site. Le reste du site, c'est soit des jardins gérés différemment, soit c'est des chemins ou de la zone enherbée qu'on va venir faucher une fois par an, soit c'est une zone en libre évolution qu'on ne va pas du tout gérer et qu'on va laisser la nature s'exprimer. Donc c'est pour dire qu'en fait, un bosquet comestible peut être une petite zone dans une grande zone, et ça constitue un milieu intéressant parmi d'autres milieux. C'est-à-dire que le bosquet comestible en soi, c'est super parce que c'est déjà une mosaïque de milieux hyper diversifiée avec des plantes différentes. Souvent, il y a du sol, si on fait des buts, il y a des différentes de hauteurs différentes.
Et en plus, c'est encore mieux si on l'intègre à plus grande échelle dans un autre système qui, lui aussi, est une mosaïque de milieux. Et c'est ça qui va faire la richesse, en tout cas d'un point de vue écologique, c'est ça qui va faire la richesse, c'est d'avoir différents milieux gérés différemment. Là, c'est un autre exemple, donc beaucoup plus urbain cette fois, qui a été planté donc, par l'association Pirouette et Cacahuètes, c'est vers Dijon. Alors, je n'ai pas la surface exacte, j'ai estimé que c'était à peu près 4000 m², mais voilà, ils ont planté énormément d'espèces, donc environ 700 espèces, avec 400 personnes en chantier participatif. Et là, on voit que c'est directement, c'est dans un ancien espace vert, entre 4 barres d'immeubles, quoi. Donc, on voit, il y a les voitures pas loin, là, au sud, en bas. Donc, c'est vraiment au pied des immeubles, au pied des parkings, sur à peu près 3-4 000 m². Donc, un projet très social qui a mêlé tout le monde, intergénérationnel, entre 4 barres d'immeubles. Et là, encore plus petit et encore plus urbain. Alors, voilà, je ne sais pas exactement le contexte, si c'est vraiment en centre-bourg ou pas. Mais en tout cas, la surface est très petite. C'est un jardin-forêt de Julien Thomas à Saint-Étienne, sur seulement 200 m². Et en plus, c'est petit et c'est très étroit, c'est-à-dire que ça fait à peu près une centaine de mètres de long et 10 mètres de large. Donc, c'est très étroit, très long. C'est très récent. Malgré ce qu'on voit, en fait, il a commencé les plantations en 2017 et il a mis 200 à 300 variétés de plantes là-dedans. Donc c'est très dense, très, très fouillis, mais je pense très millimétré. Il y a énormément de temps de conception derrière. Donc là où je vous ai mis, il m'a gentiment donné ces photos de phase de conception. Donc vous voyez, en 2016, il est parti de rien, hein. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de gros travaux à faire, de remaniement de sol. Donc en 2016, il n'y avait vraiment rien. Il a commencé à faire ses buts en 2016, commencé à planter ses premières plantations. Et puis petit à petit, au fil des ans, il a ramené de plus en plus de plantes. En 2018, donc seulement 2 ans après, on voit qu'il y a déjà quand même pas mal de légumes et d'arbres fruitiers qui ont poussé assez vite. Et puis en 2020, dernière photo là, on voit que c'est assez florissant. Et il y a même de la vigne, il y a des pêchers, des amandiers. Enfin voilà, il m'a donné une grande liste d'essences. Je ne peux pas toutes vous les dire, mais il y en a beaucoup. 300 variétés, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tests sur les variétés. Voilà à quoi ça ressemble en vue de profil. Je trouve ça assez joli. 5 ans plus tard et beaucoup de travail. Donc lui, il est tout seul à faire ça, hein. C'est une personne, mais c'est un professionnel du milieu. Donc c'est-à-dire c'est son travail, quoi. Il sait ce qu'il fait, il fait beaucoup de tests, il fait de la greffe, il fait de la sélection, il fait des tests, il change à 60 centimètres près. Il me disait que ça poussait différemment, il remplace une plante qui a moins poussé qu'une autre. Enfin, vraiment, c'est très minutieux ce qu'il fait. Il y a énormément de travail derrière ça. Il me disait qu'il arrivait à produire en 2019 à peu près 370 kg de légumes, donc 176 kg avec les vivaces, et 200 kg avec le potager. Donc c'est des chiffres assez énormes, mais comme je disais, il y est quasiment tous les jours, c'est son lieu de vie. Et puis c'est quelqu'un qui a une très très grande connaissance de toutes les espèces. Donc c'est pas donné à n'importe qui, mais voilà ce que ça peut ressembler, en tout cas sur 200 m² en milieu urbain, après 4 ans de travail intensif. Mais voilà, c'est assez phénoménal. Encore une vue, on s'en lasse pas. Donc là, il a ses planches de culture avec ses courges, ses salades, ses tomates, sa vigne. Les grands arbres que vous voyez au fond, c'est pas lui, hein. Le noyer qu'il y avait là et puis le bouleau au fond, là, c'est pas lui, c'est ses voisins. Mais vous voyez quand même que là, au milieu, on voit percer des pommiers ou un amandier au fond qui sont quand même assez grands juste après 3-4 ans de plantation. D'où ça vient? Alors, juste un peu de recul, en fait, c'est pourquoi c'est en plein essor? Bon, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse et je vous en félicite parce que je pense que ça va être un peu la voie de l'avenir. Mais pourquoi on s'intéresse à ce point-là, à ça maintenant? J'imagine que vous avez déjà une petite idée, mais je veux juste replacer un peu les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que là, on se dit, ouais, c'est génial, pourquoi on n'y a pas pensé avant?
Enfin, moi, quand je vois le jardin, là, le dernier exemple, par exemple, je dis waouh, mais c'est super, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Mais c'est qu'on y avait pensé avant, en fait, et on y l'a pratiqué pendant des millénaires, c'est juste qu'on l'a oublié. C'est-à-dire que les peuples premiers, donc nous, en Europe, ça fait bien longtemps qu'on ne suit plus du tout ce modèle, mais quand on était nomade, on faisait déjà ça, en fait. Là, par exemple, vous avez encore une hutte et voilà, un mini hameau, un mini village de peuples qui vivent encore, qui sont encore nomades. Il y en a encore un peu à l'heure actuelle qui ont ce mode de vie, plus beaucoup, parce qu'on leur met un peu à la misère, mais bon, c'est un autre sujet. Mais les nomades, donc eux encore actuellement, et puis nous autrefois, en fait, on faisait des jardins-forêts. On vivait dans un jardin-forêt, pardon, dans une forêt comestible, là, pour le coup. Et notre fameuse forêt vierge, là, la forêt amazonienne, en fait, c'est pas du tout une forêt vierge. C'est une forêt qui a été façonnée par la main de l'homme. Alors, pas à tous les endroits de la même manière, mais c'est une forêt qui a coévolué avec nous sur des millénaires et qu'on a façonné. On coupait on faisait des mini clairières, on semait ce qui nous intéressait, on venait récolter 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc, on a vraiment, en fait, façonné la majorité des paysages qu'on voit actuellement. Et puis, on a eu la bonne idée de se sédentariser il y a environ 10 000 ans. Et là, tout a changé. C'est-à-dire que notre agriculture vivrière, donc c'était de la forêt comestible et de la chasse, en gros, et ben, on a inventé l'agriculture sédentaire, c'est-à-dire qu'on cultivait toujours la même chose au même endroit. Et bon, je fais des gros raccourcis, mais parce que voilà, je pense que tout le monde a un peu connaissance de ça. Mais ça s'est vraiment accéléré après-guerre, où on a vraiment une énorme intensification de l'agriculture et où pareil, on a eu la bonne idée de faire des monocultures. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben, on va tout séparer, comme ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et puis non seulement on va séparer les cultures, mais en plus on va séparer les endroits où on cultive de la nourriture et les endroits où on vit. Donc c'est pour ça que maintenant, on a soit des villes où il y a plein d'humains, mais il n'y a pas de nourriture, ou soit on a des campagnes où il n'y a pas beaucoup d'humains et où il y a beaucoup de nourriture. Et on amène la nourriture dans les villes. Bon, je caractérise un peu, hein, c'est un peu simpliste évidemment, mais c'est juste pour avoir à l'esprit que en fait, les forêts comestibles, on y vient, c'est nos racines. Alors certes, très très lointaines, mais on en est issu. En fait, on a beaucoup plus vécu de temps dans une forêt comestible en tant qu'humain, que Homo sapiens, qu'en tant que monoculture intensive. Voilà, donc comme je disais, on a tout séparé, on a séparé les cultures, d'un côté les céréales, de l'autre côté les maraîchages, de l'autre côté l'arboriculture, de l'autre côté la vigne, de l'autre côté la forêt, de l'autre côté l'élevage. Hop, on fait des petites cases, on sépare tout, et chaque case est une production qu'on gère complètement différemment. Contrairement à notre forêt-jardin, où là le but c'est de tout remélanger en même temps. Alors voilà, c'est juste pour ça que je voulais prendre un peu de recul et surtout après les belles images florissantes des forêts comestibles qui font rêver, de revenir un peu à la dure réalité, mais c'est normal, c'est un peu voulu, c'est un peu provoqué exprès. C'est qu'en fait, que ce soit dans le monde agricole, donc comme je vous parlais, où on a tout sectorisé, où on a mis vraiment de la culture, monoculture intensive, souvent, on jette la pierre aux paysans, mais en fait, moi, je vois aucune différence entre la photo là où il y a les tracteurs et puis la photo du potager, du citoyen lambda qui pense bien faire. Parce que c'est pareil, il laboure, il met des produits phyto. Là, vous voyez une belle couleur bien, bien marron là, d'herbes brûlées au glyphosate. Et puis, voilà, il n'y a pas de vie à part mes légumes là-dedans, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de différence, à part que là, c'est en grande surface et il y a un tracteur, et puis là, c'est le petit jardinier, mais il n'a pas de tracteur, mais c'est à peu près la même chose, c'est la même mentalité qu'il y a derrière. Et puis la chasse au propre aussi, pardon. Les espaces verts en ville, c'est on a été habitué et on a voulu que tout soit très tondu, très propre de partout pour vraiment le côté esthétique, quoi, pour s'extraire un peu de notre condition. Mais voilà, donc on a non seulement tout sectorisé, en plus les surfaces liées à l'alimentation se réduisent de plus en plus. En plus de ça, on perd de la qualité par rapport à la nutrition, voilà, les pollutions et puis la perte de qualité par rapport à la nutrition et aux produits phytosanitaires utilisés. Et puis, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment une notion commune à tout le monde, en fait, de se dire que notre production alimentaire, elle est très loin, très sectorisée, et puis il faut qu'elle soit propre.
En fait, voilà, c'est un peu ce à quoi on en est arrivé après toute cette intensification de la production et notre artificialisation de notre mode de vie. Donc c'est juste un peu pour remettre dans le contexte de pourquoi on a l'impression de redécouvrir une oasis et une corne d'abondance, c'est là c'est la case où on est actuellement, quoi. Et suite à ça, on s'est dit, oulala, en fait, c'était bien beau de tout sectoriser, mais en fait, c'est peut-être pas si intelligent que ça. Donc, dans le monde agricole, on a commencé à remettre des arbres dans les champs, donc c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, ou même maintenant aussi, on parle de agro-sylvopastoralisme, c'est-à-dire on fait de l'agriculture avec de la sylviculture et avec du pastoralisme. En fait, c'est quoi? C'est juste de la polyculture élevage d'autrefois. C'est qu'on met des céréales, plus des noyers, plus des poules de soupe, par exemple. Où on parle il y a plein de nouveaux mots qui naissent dans le monde agricole, par exemple maraîchage sur sol vivant, enfin voilà, des mots qu'on va plus employer dans le monde agricole si on est un agriculteur. Et puis, dans le monde, si on n'est pas agriculteur, dans le monde, enfin voilà, si on est un citoyen jardinier, on va plus parler de permaculture, mais c'est un peu les mêmes notions, c'est-à-dire qu'on reprend soin du sol, on remet des arbres plus proches des cultures. Et puis, il y a les nouveaux termes comme forêt comestible qui sont aussi en train d'apparaître. Donc, tout ça, je fais un peu la différence. Dans le monde agricole, même si c'est les mêmes principes, hein, on met des strates différentes, on va plutôt parler d'agroforesterie. Et puis, pour l'instant, en tout cas, les forêts comestibles sont plutôt réservées aux particuliers, aux jardiniers, aux villes. Voilà, parce que tout simplement, en monde agricole, il faut quand même encore un peu de simplicité pour avoir un itinéraire technique faisable. C'est-à-dire que là, vous imaginez bien que si vous devez récolter pour vendre vos tomates, vous allez la vendre très cher, votre tomate, si vous devez compter votre temps de récolte. Voilà. Et puis, je vais passer très vite, mais en gros, ça, c'était les différences dans le monde. C'est pour dire qu'on n'évolue pas de la même manière dans le monde enfin, en Europe, en tout cas, que sous les tropiques. Je vais passer très vite parce que je vois que l'heure tourne. Pourquoi s'y intéresser? Donc, les bénéfices. On a commencé à en voir déjà pas mal. D'un point de vue écologique, ils sont très nombreux. C'est-à-dire que, quelle que soit la forme de votre jardin-forêt, quelle que soit la forme, la grandeur, la surface, si déjà vous mettez des plantes diversifiées dans un petit espace de manière dense, en prenant soin de votre sol, ce sera forcément bien pour la planète. Voilà, pour faire court. Parce que ça va faire des micro-habitats différents. Donc, qui dit micro-habitat dit plusieurs faunes qui va pouvoir venir les habiter. Donc, grande biodiversité au niveau des essences, au niveau des paysages, au niveau du génome. Et qui dit grande biodiversité dit grande résilience par rapport à une perturbation. Donc, il va faire que notre système il va être durable. C'est-à-dire que s'il y a une maladie qui arrive là-dedans, et bien, s'il y a plusieurs espèces, il y aura forcément 2 ou 3 espèces qui vont arriver à s'en sortir sur les dizaines d'espèces que vous aurez mises. Intérêt écologique aussi, c'est que ça pousse bien. C'est vrai que souvent, on pense que si on met plein de plantes ensemble, ça se concurrence, comme nos fameux saules et pommiers de tout à l'heure. Mais en fait, souvent, ça s'entraide. C'est-à-dire que là, vous avez une racine d'un arbre qui a poussé en étant serré avec d'autres. Et puis là, vous avez une racine d'un arbre qui a planté tout seul. C'est-à-dire que les arbres, souvent, ils sont feignants. S'ils sont tout seuls, ils vont pas devoir un peu stresser pour aller en profondeur. Donc en fait, ce système de culture, ça forge des systèmes racinaires différents et en fait, ça forme des plantes beaucoup plus résistantes. Donc si elles sont plus résistantes, elles sont plus durables et donc plus économiques si on l'analyse d'un point de vue de la finance, puisqu'elles vont produire plus, elles vont vivre plus longtemps, donc mieux se développer. Donc l'économie s'en portera mieux si on vend des fruits ou si on vend du bois, par exemple. Les services écosystémiques, ils sont très nombreux. En tout cas, ils sont liés à l'arbre. Hein. C'est souvent les arbres, les arbustes, c'est eux qui nous fournissent beaucoup de services écosystémiques. C'est pareil, je vais aller brièvement, mais ils font le stockage du carbone, ils peuvent faire brise-vent, lutte contre l'érosion, évidemment, avec le système racinaire. Ce même système racinaire va nous aider pour l'épuration des polluants. Ça va être une pompe à nutriments, ça va nous faire remonter tous les minéraux dans le sol qui vont aller dans les feuilles et en retombant, ça va enrichir notre sol. Ça va créer aussi un microclimat, ça va
ça va stopper la rosée, par exemple, ou si ça stoppe le vent, ça limite l'effet séchant du vent. Enfin, voilà, il y a une multitude de services écosystémiques liés aux arbres de manière générale. Et puis, les intérêts. Donc ça nous parle bien parce que ça nous concerne directement, nous, en tant qu'humains. C'est que c'est bon et que c'est utile. Donc les plantes, là, je vous ai mis sur à peu près 400 000 plantes vasculaires présentes dans le monde. On en recense environ 31 000, entre parenthèses, utiles, donc utiles pour l'homme. Donc là, vous avez des chiffres, il y a 17 000 pour la médecine, 11 000 pour des matériaux, et pour la nourriture, donc c'est 5 600 plantes qu'on peut utiliser pour la nourriture humaine. Donc là, je parle en espèces, hein, c'est-à-dire que je ne parle pas en variété, je parle en espèces. Et puis, ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il y en a 1300 plantes qu'on se sert pour des usages sociaux, donc les drogues et les rituels. Donc, je trouve ça quand même un chiffre assez élevé. 1300 plantes qu'on sert pour les rituels. Et puis aussi, 2000, j'ai été obligée de mettre ça, parce qu'on est quand même une association basée pour les insectes à la base. Il y a aussi 2000 espèces d'insectes qui sont comestibles dans le monde. Et souvent, les insectes sont très fortement liés aux plantes. Ils ont co-évolué avec les plantes. Donc, si on met plein de plantes différentes, on aura plein d'insectes. Et hop, combo gagnant, les deux se mangent, pour faire court. Voilà, ça, donc je parlais des espèces avant, et puis là, alors je ne parle même pas des variétés, parce que là, quand on parle des espèces de plantes sauvages comestibles, c'est déjà immense. Mais quand on parle en plus des variétés, c'est-à-dire que c'est on a pris une espèce sauvage qu'on a domestiquée, c'est-à-dire qu'on a cultivée, qu'on a sélectionnée pour des caractères qui nous plaisaient bien, soit parce qu'elle était belle, qu'elle était bonne, qu'elle était plus juteuse, moins âpre. Voilà, c'est des caractères morphologiques et génétiques. Donc c'est ça qu'on appelle variété. Alors là, il y en a des milliers et des milliers, toutes plantes confondues. Je vous ai donné l'exemple, rien que pour les pommes, il y en a 20 000 variétés différentes, à peu près, on ne sait pas en fait. Et pour la pomme de terre, 7 000 variétés. Donc c'est immense en fait. Et ça, c'est une autre thématique, mais si on met dans notre jardin-forêt des espèces et des variétés différentes, on participe en fait à la perte de biodiversité à ce niveau-là, qu'on a tendance vraiment à perdre en ce moment aussi en cultivant que une dizaine de plantes à très, très grande échelle, quoi. Voilà, puis les autres intérêts, bah, ça saute un peu aux yeux, mais c'est que c'est beau, quoi. On s'y sent bien dans une forêt comestible, un jardin-forêt. Les exemples dont je vous ai montrés, c'est chouette. C'est vraiment super chouette l'été, surtout, parce que c'est ombragé, que chacun peut participer à sa sécurité alimentaire. Donc c'est quand même satisfaisant, on va dire. Ça peut mélanger les générations, les jeunes, les moins jeunes. Donc un fort caractère social. Et puis en ville, ce qui va aussi beaucoup nous intéresser, c'est la régulation de la température. C'est-à-dire que les arbres, ça crée des microclimats. On va avoir besoin des arbres dans les prochaines grandes canicules qui nous arrivent. Là, vous avez par exemple les îlots de chaleur urbaine, vous avez sûrement entendu parler. Au-dessus des grandes villes, ça explose en température, comparé à en campagne, où les températures sont beaucoup moins élevées. Parce qu'en campagne, bon, l'air circule mieux, mais c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'arbres. Donc on va avoir besoin des arbres pour se sentir bien, en fait, tout simplement. Donc comment je passe à l'action? Donc là, les bases, je vais pas rentrer vraiment peut-être dans les détails, mais c'est, je pense, dans les grandes lignes. Le minimum requis à avoir quand même pour avoir un jardin-forêt, c'est la maîtrise foncière. C'est déjà la première chose, c'est être propriétaire ou avoir l'accord du propriétaire. J'ai mis sur au moins 25 ans, mais évidemment, il n'y a pas de date précise, hein, mais c'est l'idée qu'on part sur du long terme quand même. Une arrivée d'eau à proximité, c'est mieux, surtout si on veut cultiver des légumes. Si on veut planter que des ligneux, que des arbres, c'est pas grave. Mais si on veut avoir des planches de culture, c'est mieux d'avoir de l'eau à proximité. Un sol non pollué, évidemment. Si on veut en manger, il vaut mieux que ça soit non pollué. Assez profond, donc là c'est vraiment le minimum vital, c'est 50 cm, mais évidemment plus c'est beaucoup mieux, surtout si on veut des grands arbres. Et puis la surface minimum, bah, il n'y en a pas vraiment en fait, mais là j'ai mis 200 mètres carrés, c'est quand même si on veut commencer à avoir un effet bosquet, quoi. On n'aura jamais l'effet forêt. Là vous avez par exemple un exemple à Paris sur 1 hectare, donc non, c'est peut-être pas 1 hectare, je me suis peut-être trompée. Donc c'est déjà pas mal, mais vous pouvez partir avec moins.
ou plus c'est dur à gérer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de minimum, mais si on veut quand même avoir un effet des feuilles qui tombent au sol, un sol qui s'enrichit, un sol que si on paille, il garde un peu d'humidité, il faut quand même avoir une surface minimum pour qu'on puisse parler de bosquet comestible, quoi. Donc surface minimum pour les jardins-forêts, oui, mais pas pour végétaliser la ville. C'est-à-dire qu'en fait, là, la surface dont je vous parlais, c'est si on veut vraiment avoir comme un petit potager pour y retirer, qu'on veut gérer un peu comme un potager, comme un jardin-forêt. Mais il est évident qu'en fait, à partir de 1 mètre carré, on peut végétaliser la ville n'importe où, en fait. Et ça, j'ai mis des photos, donc j'ai pris ça, ça vient apparemment de Fribourg, donc ils sont toujours en avance, dans la banlieue dans la ville, non, c'est une banlieue de Vauban, où c'est assez remarquable, donc ça fait un peu ville du futur, mais vous voyez que chaque centimètre carré est réservé à une plante, quoi. Et c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Et que ce soit comestible ou pas, hein. Si c'est un sol pollué, bah, c'est pas grave, on met quand même des plantes. Elles feront de l'ombrage, elles dépollueront le sol, on les mangera pas. Et puis si c'est un sol non pollué, bah, on pourra très bien envisager de manger. Il faut vraiment voir en fait, il faut vraiment voir ça comme arrêter de perdre chaque centimètre carré de sol artificialisé ou de sol à nu. C'est une perte qui pourrait servir à fabriquer de l'énergie et de l'alimentation. En fait, il faut vraiment voir la Terre comme un énorme panneau solaire. Et avec avec nos sols artificialisés, c'est comme si on rayait et qu'on endommageait les cellules du panneau solaire, quoi. Alors, il faut vraiment capitaliser, je vais employer des mots financiers, hein, mais il faut vraiment capitaliser chaque mètre carré et le donner aux plantes, puisque la plante, c'est elle qui va vraiment capter l'énergie du solaire et transformer l'énergie du solaire en quelque chose de soit mangeable, soit directement bénéfique pour notre bien-être et puis support de biodiversité, quoi. Donc c'est important d'en mettre partout. Et puis les moyens aussi, c'est les humains, c'est-à-dire qu'il faut un groupe de motivés quand même pour que ça soit pérenne et il faut s'assurer que ça tourne sur le long terme. Donc peu importe s'il y a un turnover important, c'est pas grave, hein, mais il faut prévoir qu'il y aura un turnover important et comment on s'organise dans ce turnover important, en fait. Et puis se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pour qui, pour quelle alimentation, quand est-ce qu'on va récolter, combien on va pouvoir venir gérer le milieu, une fois par semaine, une fois par mois, est-ce qu'il va y avoir des gens pour récolter en été ou est-ce qu'il n'y aura plus personne? Voilà, plein de questions à se poser qui vont définir le type de projet qu'on va pouvoir mettre en place et que chaque forme de forêt comestible sera vraiment adaptée au lieu et aux gens qui seront prêts à agir dedans. Voilà, j'en ai fini moi pour la partie technique. Je ne sais pas si nos partenaires de la ville de Lyon. Peut-être qu'on peut faire les questions dans un premier temps, puis laisser la parole du coup à nos partenaires de la ville de Lyon qui sont présents avec nous. La parole Oui, par la suite, on peut faire dans cet ordre-là, peut-être pour super, tant que c'est encore frais dans les esprits. t'as Du coup, raison. et je tiens à te remercier pour cette présentation qui est claire, vu que tu n'as pas d'interaction avec ton public ce soir. Donc voilà, je tiens à te dire que du coup, c'est toujours aussi clair. Effectivement, hop, j'ai des questions qui arrivent. Ok, parfait. Donc si vous voulez poser vos questions pour, enfin vu qu'on est nombreux ce soir, donc vous avez la possibilité de les poster sur l'espace chat. Je me ferai un plaisir de les retranscrire à Solène. Simplement, juste pour déjà rebondir par rapport à ta présentation, il y a Alexandre qui voulait enrichir la liste des exemples d'initiatives avec l'exemple du jardin des fraternités ouvrières de Mouscron, si je prononce bien, avec plus de 6000 variétés de semences, 4000 espèces de légumes, 650 variétés de pommes et l'équivalent d'une espèce d'arbre ou arbuste fruitier par mètre carré sur 1800 mètres carrés, et ça depuis 50 ans. Donc le fait aussi que ça perdure depuis ces années, c'est assez impressionnant et merci pour ce partage, Alexandre. Et du coup, Karine qui aussi partage l'initiative, donc tout proche de la tour de Salvani à Saint-Bel, à la Source Dorée. Effectivement, du coup, une forêt-jardin qui a été aussi installée. Alors,
Je relais simplement du coup la question d'Alain qui demande si un lieu avec des résineux peut aussi devenir une forêt-jardin. Solène. Un lieu avec des résineux, c'est-à-dire j'imagine une forêt de conifères par exemple. Peut-être du coup avec une base de résineux, est-ce que ça peut tendre vers ce type de modèle, pour le dire comme ça? Oui, alors quand on part d'une forêt, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'il y a un système racinaire qui est énormément présent. Ça se fait quand même, hein. Enfin, là, on a vu un exemple qui était parti d'une forêt et qui arrivait à tout défricher et à replanter dedans. Donc ça peut se faire. Après, c'est sûr qu'il y aura quand même pas mal d'endroits où ça poussera moins bien, moins vite, parce qu'il y a déjà beaucoup de racines en place. Et c'est vrai que d'autant plus si c'est des résineux, on dit souvent, voilà, les résineux, il y a un risque que le sol soit acidifié par les aiguilles. Et ce qui est vrai, si c'est une forêt de résineux où il n'y a vraiment plus rien dessous, l'idée, ça va être d'abord aussi, comme un sol en ville mort, en fait, ça va être d'aggrader le sol. Donc, c'est-à-dire que si on arrive et de faire entrer la lumière. Donc, il y aura vraiment deux gros travaux à réaliser dans une forêt de résineux, c'est de faire rentrer beaucoup de lumière, donc faire beaucoup de clairs, de trouées, et puis soit apporter de la terre s'il n'y a vraiment pas beaucoup de sol et que les souches sont trop denses. Après, je sais que ça se fait beaucoup sous les tropiques. Je n'ai pas de retour de ça en France, mais je sais que sous les tropiques, par exemple, ils plantent directement un jardin dans des souches d'eucalyptus. Et ça marche très bien. Bon, c'est les tropiques. Mais je pense que c'est possible, mais peut-être qu'il y aurait des endroits où il faudrait apporter un peu de terre pour garantir la reprise. Et puis sinon, bah, planter plein d'essences, les fameux haïfis, là, planter plein d'érables, de frênes, de choses qui sont voilà, un peu rustiques et qui poussent vite et qui amèneront, qui recréeront un sol plus adapté pour des feuillus. Ça marche, merci pour ta réponse. Je relais à nouveau une autre initiative tout près de Lyon, à la Fontaine-Saint-Martin, un collectif associatif qui aménage un jardin-forêt sur 6 000 m². Il y a des permanences qui sont assurées les samedis matins. Il y a le petit lien qui est dans le chat. On pourra aussi le communiquer après, du coup, en commentaire de notre vidéo, si du coup Karine, pardon, c'est pas Karine, Delphine nous y autorise. Et après, du coup, je relais par contre la question de Karine qui demande si Arthropologia peut accompagner du coup la mise en place d'un jardin, d'une forêt-jardin plutôt, dans un espace bordant des logements sociaux, et auquel cas, est-ce qu'une autre structure pourrait le faire si on ne peut pas nous l'assurer? Je te laisse aussi répondre, Solène. Oui, bah, c'est vrai que nous, c'est l'idée, hein. Enfin, c'est aussi un peu le partenariat avec la ville de Lyon, c'est essayer de développer ça au maximum. Après, vu que c'est un sujet en plein essor, et ce que j'espère, c'est qu'on va être débordé et qu'il y en aura partout et qu'on ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que le sujet soit lancé. Et puis, il y a déjà plein de structures qui existent. Toutes les structures qui font déjà des associations autour de la permaculture, en fait, dans des jardins, voilà, des jardins partagés, des jardins cocagne. Enfin, tous ceux qui ont déjà les compétences de jardin en permaculture sont complètement aptes à aider, en fait, parce que les jardins forêts, c'est ça, hein, c'est de la permaculture, sauf que bon, on rajoute 2-3 strates de ligneux. Mais voilà, il faut se baser sur déjà des associations de jardins qui existent, sinon on n'a pas le temps d'y répondre. Merci. Et du coup, d'un point de vue très pratique, on a Anne qui nous demande si une liste des AFI serait disponible. Oui, ça, je peux transmettre ça, les AFI, effectivement. Après, les AFI, j'allais dire, c'est pas compliqué, mais c'est tout ce qui pousse spontanément dans les ourlets, les ourlets forestiers, les lisières forestières, quoi. Donc, c'est quand vous voyez un ligneux pionnier, c'est-à-dire un arbre, un arbuste dur et qui pousse en premier dans une friche. Et ben, si c'est dans une friche et qu'en plus il va embêter le paysan ou le jardinier qui va lui mettre un coup de tondeuse sur la tête, et ben vous le prenez avant qu'il le fasse. Et puis l'hiver, du coup les ligneux ça se transplante l'hiver.
et vous le venez mettre dans votre terrain. Donc, ça va vraiment être tous les petits ligneux qu'on trouve un peu dans les champs, en fait, qui poussent tout seuls. Mais ça, oui, ça peut être mis en ligne, oui. Je propose qu'on poste du coup aussi cette ressource dans les commentaires de la vidéo qui sera mise en ligne sur YouTube, je pense. Ça peut être... Oui. Mais pour moi, les AFI, c'est pas quelque chose à aller acheter. C'est pour ça qu'une liste, ça peut être bien. Mais ça va être le frêne, l'érable, le troène, la viande lantane, le cornouiller sanguin, le saule. Voilà. Mais pour moi, les AFI, c'est pas des choses à aller acheter en pépinière. Enfin, si vous pouvez, je dis ça, non, je devrais. Ils vont pas être contents, les pépiniéristes. Mais vous pouvez aller les acheter en pépiniériste. Mais en végétal local, alors. Ça, j'en ai pas parlé, mais en label végétal local. On peut le voir comme un aspect pédagogique. C'est peut-être plus pour les identifier, s'entraîner du coup à les reconnaître, Oui. plus que pour aller chez son pépiniériste avec cette liste, effectivement. Oui. Karine, du coup, qui demande si un livre ressource permettrait du coup d'accompagner ce type d'action aussi. Si tu conseilles du coup un livre. Je crois que oui. Oui, alors en plus je l'avais fait parce que je m'étais dit que je ne sais pas si j'en ai le temps de l'aborder. En fait, déjà pour ceux qui n'aiment pas lire, alors je vais commencer par les livres, pour les studieux. Pour ceux qui aiment lire, je vous conseille ces ouvrages-là. Donc il y a le fameux ouvrage là, très connu, Martin Crawford, Le Jardin Forêt. Donc ça c'est le plus connu, mais il y a beaucoup d'espèces, mais c'est plutôt enfin lui, voilà, c'est pas forcément adapté à la France tout le temps, mais c'est une source énorme d'informations. Il y a aussi Fabrice Desjours, dont je vous parlais, la premier exemple de forêt très sauvage, qui a fait un super livre. Et lui, il y a beaucoup d'essences qu'il a plantées chez lui, donc vers Dijon, qui marche bien. Il y a aussi Damien Descartes, donc lui, je vous conseille aussi vraiment d'acheter son livre pour le soutenir si vous voulez, mais c'est aussi lui qui fait une chaîne YouTube super chouette qui s'appelle Permaculture, agroécologie, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis les ouvrages de Franck Natier. Donc c'est pareil, lui c'est un des pionniers et maintenant un spécialiste de tout ce qui est permaculture et jardin-forêt. Il a plusieurs tomes. Donc Franck Natier, il est basé, je ne sais plus où est-ce qu'il est basé, mais ces ouvrages, il ne faut pas se fier à la forme, parce qu'il a une mise en forme un peu à l'ancienne, en noir et blanc très tassé. Mais par contre, au niveau technique, c'est vraiment une source de renseignements très précise sur les espèces, les variétés. Enfin voilà, c'est vraiment super, super ouvrage. Et puis, pour s'y connaître un peu plus sur les plantes, alors ça, c'est des ouvrages qui coûtent un peu plus cher. C'est les ouvrages de Gérard Dussert sur les plantes bioindicatrices. Et ça, c'est si vous voulez vous intéresser donc non seulement aux usages des plantes, parce qu'il décrit les usages, mais aussi comprendre en fait quelle plante pousse à quel endroit. Et ça va vous aider vraiment à changer de regard sur si une plante elle pousse ici, c'est parce que en fait mon sol il a eu ça ou parce que j'ai fait ça à mon sol. Enfin, ça permet vraiment de changer de regard et de comprendre la pédologie, donc la science du sol, avec les plantes. Et pour ceux qui aiment moins lire, il y a des chaînes YouTube super aussi. Donc c'est un peu les mêmes que ceux qui ont fait les ouvrages, hein. Donc Fabrice Desjours, il a lancé une chaîne YouTube de la forêt gourmande où il fait des petites vidéos très sympathiques sur des découvertes de sa forêt comestible. Franck Natier aussi pareil, il a quelques vidéos sur ses retours d'expérience de forêt comestible. Et puis Damien Descartes et Vers de Terre Production, c'est vraiment deux chaînes YouTube que je vous conseille pour le. Donc Vers de Terre Production, c'est vraiment, ça peut être très agronomique hein, si vous avez soif d'apprendre vraiment l'agronomie, le sol, comment ça marche, comment faire un bon sol avec quelles plantes. Enfin, c'est vraiment à destination des agriculteurs aussi, hein, donc c'est très technique, mais c'est passionnant. Et puis un peu plus abordable, moins agronomique, c'est vraiment la chaîne de Damien Descartes, donc permaculture, agroécologie, etc. Et ça, c'est vraiment c'est une mine d'or pareil pour tout ce qu'il y a à faire au jardin, comment s'y prendre de manière très très pédagogique. Voilà, et le dernier lien que je voulais citer, c'était la source, alors il faut être un peu anglophone, ou je crois que ça peut se traduire en français, je ne suis pas sûre. Peut-être c'est le site Plant for a Future, c'est là où il y a toute la base de données, enfin toutes, non, ils ont recensé 7000 espèces de plantes
du monde qui ont des usages pour la plupart comestibles et pour la plupart médicinaux et autres usages. Et en fait, tous les renseignements sur les besoins de la plante, le type de sol, à quoi ça sert, usage humain, insectes, médicinal, enfin, c'est vraiment pareil, un site vraiment très important à aller voir si on a envie de... Alors par contre, on peut s'y perdre, hein. Il faut connaître la plante qu'on va chercher. Parce que c'est une base de données, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que d'autres questions sont à poser? Les gens te remercient, Solène. je relève là aussi. Je vais juste conclure avec la remarque de Christelle qui évoquait déjà que tu avais du coup été très instructive, que ta présentation elle était en tout cas, et que du coup voilà, il y avait un gros enjeu en termes de sensibilisation, de communication pour du coup tendre vers une acceptation justement de ces nouveaux espaces. Donc je pense que ça peut faire le lien aussi avec du coup les initiatives qui seront menées, qui sont menées à l'échelle de la ville de Lyon. Peut-être que ça peut être aussi le temps où on laisse la parole à nos partenaires ce soir. Et je rajoute juste, avant de laisser la parole éventuellement à Tatiana ou Jean-Marie qui est également présent avec nous, du coup que le Jardin des Merveilles de Rémi Kulik, si je ne dis pas de bêtises, qui est un copain de Damien, il rajoute cette ressource-là en plus de ce que tu as cité. Et je réponds à Delphine avant de laisser la parole à nos collègues de la ville. Donc du coup, par rapport au bosquet comestible, est-ce qu'on peut venir sur place pour le voir? Évidemment, du coup, c'est possible. On organise habituellement des temps du coup, avec des bénévoles autour des jardins. On espère pouvoir remettre ça en place assez vite. Là, on avoue, c'était un peu un contexte particulier qui ne nous permettait pas de faire ce qu'on voulait. Donc là, on va vouloir, dès la rentrée, repartir sur des temps réguliers. Donc, on vous tiendra informé via la newsletter, via nos réseaux, évidemment. Et par rapport à l'aspect accueil d'école, accueil de classe, je continue la question avec Christelle. On peut accueillir sur place des groupes. Donc ça, c'est une partie que je connais. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail pour avoir du coup des précisions et on pourra éventuellement convenir d'un temps sur place, évidemment. Je laisse la parole à... si Solène, du coup, tu n'as rien à rajouter pour l'instant, je peux laisser la parole à Tatiana, du coup. Tatiana, je vois apparaître. Super. Je mets la caméra pour l'occasion, désolée, l'image doit être un peu pourrie. Bonjour. Le son est bon. Merci vraiment à Solène et à Lucille pour cette présentation hyper complète, hyper riche, hyper intéressante. Voilà, je pense que tout le monde a dû y trouver un petit peu de quoi piocher, plein de bonnes idées. C'était plein d'exemples très illustrés et du coup très clairs et c'est vrai que ça donne envie. Je me présente rapidement. Moi, donc, je travaille à la ville de Lyon, la direction des espaces verts. Donc, c'est nous qui aménageons et entretenons tous les parcs et jardins dans la ville de Lyon. En effet, on est partenaire avec l'association Arthropologia depuis pas mal d'années maintenant. Et on essaye de travailler avec eux sur une plus grande prise en compte de la biodiversité à Lyon. On a déjà fait beaucoup, je pense, pour intégrer davantage de biodiversité dans nos espaces verts. Pour les Lyonnais qui sont présents ce soir, j'espère que vous avez quand même pu voir qu'il y a eu des modifications dans les pratiques de gestion. Il n'y a qu'à se promener dans le parc de la Tête d'Or en ce moment. Les pelouses ne sont pas tondues rases, il y a de l'herbe qui pousse de partout, il y a des fleurs qui poussent à tous les coins d'allées. Enfin, on essaye vraiment de travailler sur ça, la richesse des habitats. L'année dernière, Arthropologia est venu nous proposer d'aller encore plus loin et de se lancer dans l'aventure des forêts-jardins. Alors, pour l'instant, sur Lyon, c'est vrai qu'on n'a pas encore transformé l'essai et c'est vraiment notre objectif cette année. On a un plan arbre très ambitieux. On a planté énormément de jeunes plants cette année parce qu'on a vraiment cet objectif de rafraîchir la ville, la rendre vivable pour demain et en même temps de continuer à améliorer sa biodiversité. Donc, les projets de forêt-jardin, pour nous, ils sont hyper intéressants. Et d'autant qu'ils ont très souvent, tels qu'ils existent aujourd'hui, une dimension participative qui est aussi hyper riche et qu'on aimerait bien pouvoir innover là-dessus, apporter des choses un peu
voilà, à la carte en fait aux habitants qui auraient envie de s'investir sur ces projets-là. Donc, on a envie de transformer l'essai dès cette année, je disais, et mon collègue Jean-Marie Rogel, qui est le responsable du service gestion, pourra me contredire. Nous, on a repéré d'ores et déjà 2 sites sur lesquels on souhaiterait pouvoir avancer. En avançant un peu plus dans les études, on déterminera si ce sont les bons, ou s'il faut en choisir plutôt d'autres. Évidemment, ce ne sera pas des forêts de 4 hectares. Ça, on peut en être sûr. Ça sera effectivement plutôt une échelle de quelques centaines de mètres carrés pour commencer. Mais on espère bien que ça marchera et on espère bien pouvoir ensuite développer ce modèle ailleurs. On est dans une logique d'expérimentation. On va tester des choses et puis c'est ce qu'on a toujours fait, essayer petit à petit d'acquérir des nouvelles compétences pour ensuite diffuser tout ça à plus grande échelle. Et puis avoir des sites écoles, à la fois pour nos jardiniers, ils apprennent des nouvelles techniques, de nouvelles façons de penser la ville et ses espaces verts. Et puis, bien entendu, pour que ça soit, à titre pédagogique, des ressources aussi pour les habitants qui puissent voir que les pratiques évoluent, que chacun, en fait, peut être acteur en faisant aussi évoluer ses façons de faire. Voilà, donc on a déjà un réseau d'habitants à Lyon hyper investi. J'ai reconnu plusieurs noms là, dans les participants à la réunion de ce soir et je les remercie d'ailleurs. Des gens qui ont envie de faire bouger, qui sont investis dans des associations. On a des jardins partagés, on a des associations qui militent pour le vivre ensemble sur des projets qui ont du sens. Je pense qu'on a tous les ingrédients là pour fonctionner. Il n'y a plus qu'à trouver le bon compromis. J'ai bien retenu dans ce qu'a dit Solène qu'on définisse vraiment qu'est-ce qu'on va vouloir récolter, quel type de gestion on va pouvoir pratiquer dessus. Moi, je pose aussi une question supplémentaire, c'est quelle forme d'interaction on peut imaginer entre, d'une part, les jardiniers de la ville et puis d'autre part, des habitants. Est-ce que ces formes de co-gestion, ça peut se faire aussi? Je pense que ce serait hyper intéressant. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-Marie s'il veut rajouter quelque chose et puis on peut échanger avec ceux qui seraient intéressés ici ce soir pour avancer. Hop, du coup, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Alors, juste pour compléter les propos de Tatiana, effectivement, d'abord un grand merci à Arthropologia pour cette présentation. Je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait, effectivement, que à la ville de Lyon, on est vraiment dans une logique d'expérimentation de ces pratiques et que c'est intéressant à la fois pour les jardiniers, mais on est toujours dans une logique aussi d'essayer d'avoir une offre équilibrée entre les différents usages. Donc, le fait qu'on n'ait pas encore pu expérimenter sur certains sites, c'est le fait que ça c'est lié au fait qu'on cherche des sites les plus adaptés, un peu aussi les plus préservés, parce qu'on a des problématiques aussi de respect des espaces en milieu urbain qui ne sont pas toujours évidents. Et c'est important de pouvoir communiquer autour de ces pratiques pour les faire accepter par le plus grand nombre, bien que ce soit une évidence, je pense, pour tous les gens qui sont là aujourd'hui. Mais la communication et la sensibilisation du public autour de ces pratiques et de cette diversification et de l'importance de la biodiversité en ville est particulièrement importante pour faire accepter ces nouveaux espaces qui sont d'une gestion un petit peu particulière, qui peut être une gestion tout à fait partagée, faite par les habitants, qui peut mobiliser aussi les jardiniers de la ville. Et donc, c'est particulièrement important qu'on puisse travailler en partenariat avec les associations sur ce sujet et bien sûr avec les habitants. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça puisque on est vraiment au début de la démarche et c'est important qu'on puisse concrétiser. Donc, je ne sais plus si Tatiana l'a dit, il y a 2 sites qui sont ciblés pour cette année, en cohérence à la fois avec les usages sur ces sites-là, sur le fait qu'on puisse espérer un respect de par la fréquentation, l'intégration. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est l'intégration paysagère de ces éléments-là dans le reste de la trame verte urbaine, qui est aussi importante pour nous en tant que responsable de ce patrimoine. Voilà. Si vous avez des questions, on reste à disposition. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Donc, je relais la question de Sarah qui demande où vous trouvez pour présenter un projet en cours sur Lyon 4. Une question adressée à la ville. Alors,
Ouais, Tatiana, sur Lyon 4, pour l'instant, on n'a pas de projet identifié. Alors, pas pour les forêts comestibles, non. Non. Après, sur ces sujets-là, on travaille beaucoup, nous, avec les mairies d'arrondissement. Donc après, je ne sais pas si Tatiana, au niveau de la ville de Lyon, vous avez entre guillemets un guichet pour ce genre de demande, mais sinon le plus simple, c'est de s'adresser aux mairies d'arrondissement, je pense. Oui, je complète ce que dit Jean-Marie. À Lyon, il y a un dispositif qui existe et qui s'adresse à tous les Lyonnais. C'est ce qu'on appelle les jardins de rue, avec une adresse générique. Vous trouvez tout ça sur le site lyon.fr. Et chaque habitant peut déposer un dossier de demande de végétalisation qui peut être tout petit. Ça peut commencer sur une petite saignée en pied d'immeuble de 1 mètre de long à un petit jardin de plusieurs mètres carrés. Et là, c'est en dehors des cadre très rigide des jardins partagés qui nécessite la création d'une association, une convention délibérée en conseil municipal. Donc, on est dans un cadre beaucoup plus souple et ça permet déjà de faire des choses. Et en effet, sur Lyon 4, on sait qu'il y a une dynamique qui est très forte, il y a beaucoup de choses. Et la mairie du 4e est aussi relais. Donc, on travaille en lien étroit avec eux pour faire émerger tous les projets et puis trouver la forme la plus adaptée. Donc, dans un premier temps, ce qu'il est possible de faire, madame, c'est peut-être de nous contacter via la messagerie Jardin de rue. Vous trouvez ça en ligne sur lyon.fr, c'est en un clic, vous trouvez, c'est pas compliqué. Et qu'on puisse analyser avec vous le projet, voir l'ampleur et puis voir ensuite comment il peut aboutir. Alors, on pourra relayer néanmoins du coup l'adresse pour qu'elle soit visible et ça pourra peut-être aussi permettre à d'autres personnes de rejoindre. Messagerie-jardindru@mairie-lyon.fr. Comme c'est un peu long, je ne sais pas si les gens ont très envie de la copier, mais on l'intégrera du coup aux ressources, comme ça elle sera posée à l'écrit. Ce sera peut-être plus simple effectivement. Du coup, il y a Jean-Pierre qui demande, donc c'est sur le secteur de Lyon 8, le sol est réputé pollué. Peut-on être aidé par rapport à un diagnostic du lieu? Voilà, il demande conseil sur cet aspect sol pollué. Alors, sur la réalisation d'études, si on n'est pas sur du foncier qui appartient à la ville, ça ne sera pas possible. En revanche, là où on peut être ressource, c'est vous aider à choisir les bons paramètres à analyser. Parce qu'il y a analyse de sol et analyse de sol. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des méthodes de prélèvement qui sont pas réglementées, mais en tout cas qu'on préconisait pour faire quelque chose de sérieux. Après, on va rechercher quoi? Les métaux, les hydrocarbures. Il y a pas mal de paramètres comme ça qui peuvent être recherchés. Donc là, on peut être ressource si vous souhaitez, monsieur. En revanche, sur du foncier privé, on ne pourra pas débloquer d'aide financière, par contre, bien sûr. Mais sur des projets portés par la ville, c'est quasiment en fait, l'étape obligatoire au début de chaque projet. Quand on a un objectif comestible derrière, les sols sont systématiquement analysés en amont. Ça marche. Alors, est-ce que d'autres questions sont à poser? Je peux juste rebondir sur la remarque de Pascal qui est le secrétaire de Fort pour demain et qui insiste sur le caractère essentiel de l'implication des enfants dans le projet en l'occurrence. Et puis voilà, de manière globale, effectivement, c'est un des enjeux, l'éducation à l'environnement auquel on tente de s'atteler, mais on n'est pas les seuls évidemment. Donc oui. Merci de souligner cet aspect clé évidemment pour le changement des pratiques. Hop, et on a un lien qui est à nouveau partagé. Ah bah merci, voilà, un des participants vous a transmis la bonne adresse. Merci monsieur. Ça, c'est des participants qui coopèrent, trop bien. Est-ce que du coup d'autres questions sont restées sans réponse? A priori, je crois qu'on peut conclure en disant qu'on reste évidemment disponible pour répondre, pour échanger suite à ce qui a été proposé comme contenu. Voilà, on est tout à fait disponible.
Merci du coup à la ville pour l'organisation de ce temps. Voilà, c'est quand même assez chouette de voir le nombre de participants motivés, tu le disais Solène, à venir malgré le beau temps et les terrasses ouvertes, du coup venir assister à ce type de format. On espère vous voir en vrai néanmoins très vite, si ce n'est du coup au niveau de la forêt comestible, de l'éco-centre, enfin bosquet comestible, je me reprends. Voilà, sur aussi un temps organisé prochainement par la ville de Lyon. On est forcément toujours heureux de collaborer sur ce type de format. Alors, je vois d'autres questions, donc je stoppe ma conclusion avant de fermer cette réunion. Trop de questions à la fois. Des remerciements aussi, je glisse du coup. Alors, est-ce qu'un jardin de rue peut être un pied de platane public? Je lis du coup cette question de Philippe. Est-ce que... Et donc, j'ai répondu oui. La réponse est oui. Oui. Alors, s'agissant d'un foncier qui appartient à la métropole de Lyon, bon, c'est un petit peu administratif, mais voilà, sur le territoire lyonnais, il y a la ville et la métropole qui peuvent être propriétaires du sol sur l'espace public. Donc, il faut qu'on passe par la métropole pour obtenir leur accord, mais on a une convention avec la métropole et ce type de projet a lieu très souvent, en fait. Donc, on a deux campagnes de plantation dans l'année, une au printemps, une à l'automne. Et donc, on a voilà, une organisation mise en place avec la métropole pour obtenir les autorisations en amont. Et donc, ce type de projet, oui, a lieu et on en a beaucoup. Tout à fait. Super. Et du coup, peut-être une ultime question par rapport à un éventuel recensement des arbres par arrondissement qui serait disponible et accessible au grand public. Alors, il existe, oui. Il n'est pas encore accessible à tous, mais sur demande. On est dans l'open data aujourd'hui, donc on peut fournir les informations qu'on nous demande. Oui, alors, un jour, sans doute, il sera en ligne. Je peux compléter, Tatiana. Oui, en fait, déjà, tous les arbres qui sont sur le domaine de voirie de la métropole, tous les arbres d'alignement sont en open data sur la plateforme open data du Grand Lyon. Et par contre, les arbres de la ville de Lyon sont en projet. Donc, c'est un projet qui est en cours pour être bientôt disponible également sur les cartographies et les bases de données open data du Grand Lyon. Mais effectivement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, après, on répond éventuellement au cas par cas s'il y a des demandes particulières. Mais ce n'est pas encore tout à fait effectif, malheureusement. Mais c'est en projet. Merci pour ces précisions. Et ben du coup, encore une fois, un grand merci. je reprends effectivement ce que j'évoquais juste avant. Merci pour cet enthousiasme, cette participation très active. Et puis du coup, à très bientôt, encore une fois, en vrai, en présentiel. Ça nous tarde de vous retrouver, de vous rencontrer très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Arthropologia et à toutes les participantes ce soir. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.